RMC, After Espagne. Alex Biggerstaff. Salut à tous, bienvenue dans l'After Espagne, votre podcast 100% Liga. Comme la saison dernière, vous nous retrouvez en podcast sur l'appli RMC à télécharger sur toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube et dans vos télévisions avec l'After Foot TV. Comme d'habitude, pour vous informer au mieux sur l'actualité du championnat espagnol, Rémi Dumont est avec nous. Salut Rémi. Hola, ¿qué tal, hombre? Oh là là. Bien, y tú? Bien, gracias. ¿Dónde está la cerveza, por T'as vu, favor? on progresse de semaine en Mais semaine. la cerveza con mucho moderación. Ok, là on t'arrête plus parce que là t'es plus fort que Mbappé en espagnol. Non, quand même pas. Ah si, t'es fluide, à l'aise. Ouais, fluent. C'est même plus LV2 là. Là, c'est LV... LV1. Ouais, LV0. 0. Avec nous aussi en Espagne, vous le connaissez très très bien, c'est Edgar Grollo, notre drôle de dame. Salut Edgar. Que tal amigos? Je suis impressionné à chaque fois par Rémi, les progrès, c'est phénoménal. Alors, Salut le Ed, j'ai un bon prof aussi avec Ed. aussi bon que Rémi en espagnol, mais t'as entendu, il y a quand même le petit accent en plus. Hein. Ça se voit que tu vis avec les Espagnols. Hein. El Pimento. El Pimento, bien sûr. Bien J'ai remarqué sûr. un truc aussi, dans ton style du jour, t'es habillé comme Xabi Alonso était habillé, tu vois. Ah ouais, tu mais c'est t'inspires pas la des même marque, Espagnols je en peux te dire, plus, parce que c'est... Hein, oula. Ou Thomas Tuchel, comme tu veux. Allez là, plus je le suis toile. fatigué. Ah bah très bien cette imitation aussi, parfaite. Bon, ils sont bien chauds, vous l'avez compris. Le thème du jour, ils vont jouer au docteur puisqu'on va essayer de dresser un diagnostic. Aujourd'hui, le Barça, est-ce grave docteur? En tête de la Liga de fin novembre jusqu'à mi-février, les Catalans viennent de laisser le Real Madrid reprendre les commandes après une défaite de Buts-1 sur la pelouse du voisin Gérone. Une troisième défaite, toute compétition confondue sur les 7 derniers matchs, notamment après la claque 4-0 reçue en demi-finale allée de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Simple mauvaise passe ou véritable danger pour la fin de saison? L'After Espagne tente de réaliser ce diagnostic. C'est parti. Alors pour commencer ce diagnostic avec nos docteurs Edgar Grollo, Rémi Dumont. Rémi, pour commencer un bilan autour de la saison du Barça, ça s'impose. On rappelle qu'il y a déjà eu un titre de glané face au Real Madrid, ce succès en Super Coupe d'Espagne début janvier, ainsi qu'une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en finissant 5e de la phase régulière. D'ailleurs, les adversaires potentiels du Barça en huitième, Paris Saint-Germain, Newcastle, c'est plutôt bien parti, ou Monaco, ou encore Karabakh. En Liga, Rémi, ça donne quoi pour l'instant? Pour l'instant, c'est pas trop grave, docteur. On va dire que c'est plus un petit rhume de saison, puisqu'ils sont toujours deuxième avec 58 points, à seulement 2 points du Barça avec donc 19 victoires, 1 nul, 4 défaites. C'est toujours la meilleure attaque de Liga avec 64 buts, la troisième meilleure défense avec 25 buts encaissés, et surtout une moyenne de 2,42 points par match. Donc ça va, on va dire que là c'est plus, tu sais, un faux arrêt maladie dont on a besoin pour prendre du temps, tu vois, au boulot. C'est ce que je veux dire. Ouais, il faut reprendre un peu de Berocca et Ouais, puis la voilà, saison c'est ça, repart, ouais. quoi. Faut un C'est peu de vitamine. Attends Rémi, t'étais absent il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines, t'étais pas là. J'étais vraiment... Attends, j'étais où? Non, en plus c'était pour commenter le national, t'es Il fou. laisse rien passer. Bah justement, Edgar, fais-nous un petit peu le récap, le fil de la saison du Barça avec bien sûr beaucoup de temps forts, quelques petits temps faibles notamment, et par rapport aux ambitions annoncées de début de saison, on en est où du coup? Ouais, alors évidemment, quand on voit la saison passée où ils avaient remporté la Liga, où ils avaient failli se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, évidemment, de saison en saison, tu veux une amélioration, une progression. Donc, la seule ambition possible, c'est évidemment toujours de se dire, on essaie de tout gagner. Mais il faut prendre en compte qu'il y a eu énormément de perturbations et énormément de complications dans la saison du Barça, et ce, dès le début. Souvenez-vous, le début de saison, on parlait que des histoires autour de la vie privée de Lamine Yamal. Après, on a parlé de la pubalgie de Lamine Yamal. Ensuite, on en reparlera des blessures, mais il y a eu des blessures de joueurs cadres comme Rafinha, comme Pedri. Il y a eu le cas Araujo. Il y a eu avant ça encore le départ d'Inigo Martinez qui n'a pas vraiment été pallié, remplacé. Malgré tout ça, tu as de vraies satisfactions. Comme toujours, déjà le spectacle proposé qui est très important, surtout quand tu t'appelles le FC Barcelone, la Super Coupe d'Espagne, tu l'as dit, la qualification directe en huitième de finale de Ligue des Champions. Je pense aussi à l'arrivée de Johan Garcia qui a montré qu'il était l'un des meilleurs gardiens du monde, notamment sur sa ligne, et qui est une vraie satisfaction pour eux. Maintenant, tu as aussi eu des gros temps faibles, et surtout ce que je retiens, c'est ces défaites dans les gros matchs. Le PSG,
le Real en Liga, Chelsea, l'Atlético en Copa del Rey. Donc tout ça, ça pèse énormément quand on fait le bilan parce que ce sont les matchs qui font le plus parler. Et pour terminer ce premier bilan de la saison, je pense qu'il y a quelque chose qui biaise pas mal l'analyse qu'on peut avoir de la saison du Barça, c'est la comparaison avec le Real Madrid. Parce que effectivement, le Ça, Real c'est Madrid automatique, non? est devant. Et oui, non, Chaque bien année, sûr, il y a une comparaison entre les deux. beaucoup. Mais on voit, et notamment de la part des supporters du Real Madrid souvent, qui disent regardez, c'est le pire Real Madrid depuis des années et des années, ils sont quand même devant le Barça au classement. D'accord, mais c'est pas le pire Real Madrid depuis des années et des années, c'est le troisième, après 24 journées, c'est le troisième meilleur bilan comptable dans l'histoire du Real Madrid. Donc c'est à prendre en compte, et ils sont pas derrière une équipe pourrie, ils sont derrière une équipe qui certes dans le jeu a eu énormément de difficultés, mais qui gagne quasiment tous ses matchs de Liga, donc ça à prendre en compte aussi. Et voilà, comme vous avez dit et comme a analysé Rémi, il n'y a rien de dramatique pour l'instant dans cette deuxième place. En coupe, ça va être un petit peu plus compliqué de revenir quand même. Oui, bien sûr, Rémi l'a dit, c'est un petit rhume. Si on se focalise à ce point sur quelques défaites comme ça, c'est parce qu'elles sont venues aussi dans une période courte, au même moment, après un nombre de succès consécutifs assez fou. Rémi, ces défaites étaient plutôt rares, justement, cette saison pour les hommes d'Hans-Dieter Flick. En Liga, ça donne quoi, justement? Ça donne 4 défaites. Et après, quand on regarde, on vous a mis le classement des adversaires qui ont battu le Barça cette saison. Le FC Séville, 4-1, était 9e. Donc le Real est premier 2-1. La Real Sociedad, 11e. Et Gérone, donc cette semaine, 12e. On voit aussi que voilà, c'est un petit peu faible contre les faibles, pour le coup. Même si, bon, il y a le Real dedans et Séville qui est, bon, on va dire quand même un ça reste du milieu de tableau en général sur les 4. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est peut-être un problème mental. Alors voilà, on en a beaucoup parlé avec Araujo, ou Araujo, je ne sais jamais comment on prononce. Alors cette saison, lui qui a eu des difficultés, voilà, il le aide. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que pour le coup, le Real en Liga. Le Barça en Liga est fort contre les forts aussi. Alors, en 5 jours, le Barça a perdu gros, puisque sévèrement battu, on l'a dit, en Coupe du Roi, en demi-finale aller par l'Atlético de Madrid 4-0 la semaine dernière. Les Blaugrana ont donc perdu la tête du championnat. Une première depuis la 14e journée de Liga, ça remonte à fin novembre. Après avoir cumulé 17 victoires en 18 rencontres, toutes compétitions confondues entre fin novembre et début février. Est-ce que ce Barça entre en doute, Edgar? Comment on le voit du côté de l'Espagne et du côté de la Catalogne? Ouais, je pense que c'était pas forcément une énorme surprise de voir l'Atlético gagner parce qu'on sait que l'Atlético dans les grands soirs peut être très très dangereux. Donc si on m'avait dit que l'Atlético allait gagner le match demain, on aurait pu y croire. Mais c'est vrai que cette claque reçue sur la pelouse de l'Atlético, elle remet forcément des choses en question. Et surtout, ce qui est inquiétant, on va dire, si on peut utiliser ce mot-là, c'est l'absence de vraie réaction à Gérone. Et je pense que c'est ça qui met quelques doutes, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses réactions collectives. Même si encore une fois, Gérone, je pense que tu peux refaire le match 10 fois, 9 fois sur 10, ils perdent pas ce match, ou 8 fois sur 10, comme par exemple le match qu'ils avaient perdu à la Real Sociedad, ils avaient aussi manqué de réussite, mais ça fait aussi partie du jeu. Il y a d'autres matchs où ils ont pu avoir les choses dans leur sens. Ouais, je pense que c'est surtout l'enchaînement des deux matchs qui pose un petit peu plus question, et c'est là aussi qu'on va voir les qualités de cette équipe et les qualités aussi de manager d'Hansi Flick. Bah justement, rentrons dans le détail par rapport à cette dernière défaite contre Gérone. On rappelle le scénario. Il y a eu notamment un poteau de Rafinha à la 43e, pénalty manqué par Lamine Yamal juste avant de rentrer au vestiaire. Koubarsi qui finalement va ouvrir le score juste avant l'heure de jeu. Joan Garcia, le portier barcelonais, va faire plusieurs parades décisives. Et puis on peut noter aussi la possession de balle qui va être à hauteur de 71% pour le Barça. Mais ils vont craquer finalement en fin de rencontre avec un Français, Thomas Lemar, buteur, quelques minutes après le but de Koubarsi, puis surtout Fran Beltrán qui va donner la victoire à Gérone dans les dernières minutes, 86e. Friable en défense, surtout les Catalans, apathiques un peu, c'est vrai, en attaque. Hansi Flick, surtout après la rencontre, Rémi, a paru un peu à cran, notamment après l'Atlético de Madrid. On rappelle, il avait mis en cause le manque d'investissement et d'agressivité de ses joueurs. Ces derniers auraient d'ailleurs mis en doute le style de jeu qu'il imposait, mais on a bien vu après la défaite contre Gérone que c'était tendu. Oui, parce que d'ailleurs, il a accordé 2 jours de repos à ses joueurs après la défaite de Gérone parce qu'il est trouvé très fatigué. En tout cas, chez nos confrères de DAZN Espagne, il a été interviewé sur notamment la polémique du deuxième but et la faute d'Echeverri sur Koundé, à laquelle il a répondu avec énormément de sourire et beaucoup d'arguments.
Koundé on the second goal. Ce n'était pas une faute pour toi? Vas-y, tu peux le dire. Non, je suis juste ici pour poser les questions. Tu n'as pas d'opinion? Tu n'as pas d'opinion? Non. Je n'ai rien à dire alors. Koundé. Cherche le soutien du journaliste, ce qu'il ne l'obtiendra pas. Non, le finalement. pauvre. Là, c'est des moments compliqués. Mais c'est vrai qu'il est là pour poser des questions et Hansi Flick est là pour y répondre, ce qu'il n'a pas fait pour le coup. C'est dans ce sens-là. Normalement, Edgar, comment on voit le manager allemand du côté de l'Espagne? Est-ce qu'on sent qu'il perd un peu pied? Non, pas forcément. Je pense que là, c'était une frustration sur effectivement une décision arbitrale qui a posé question parce qu'il y a un joueur de Gérone qui met la semelle quand même sur la cheville de Jules Koundé. Et ça aussi, voilà, ce sont des petits détails aussi qui peuvent faire la différence sur ce genre de match. Donc je pense que c'était lié à ça. Par contre, nos confrères catalans de sport disent aussi qu'il y a eu une réaction derrière de Flick, de faire une réunion avec tout le monde, avec le staff, avec les joueurs, de discuter de cette période-là côté Barça pour essayer de réagir tout de suite. Et encore une fois, comme je disais, je pense que là, ce à quoi on s'attend et ce qu'il faut côté Barça, c'est une réaction déjà dans l'intention et dans ce que propose l'équipe. Je pense que le prochain match face à Levante, dans tous les cas, ça va aller au Camp Nou, mais il va falloir surtout montrer qu'ils veulent réagir et qu'ils veulent montrer un autre visage, parce que c'est vrai que ce match à Gérone était décevant après cette claque face à l'Atlético. Rémi, une réaction toi aussi par rapport à ce qu'on vient de voir sur Hansi Flick et sa gestion du vestiaire? Il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir justement. Je me souviens qu'à l'époque, on critiquait aussi beaucoup Xavi quand il était sur le banc du Barça pour ses réactions un petit peu trop fortes. Alors c'est vrai qu'Hansi Flick n'a pas du tout le même caractère, même si on commence à apercevoir que parfois voilà, il a des sauts d'humeur. Je me souviens notamment, je crois, de gestes déplacés à l'encontre de certains supporters adverses. On voit que voilà, il y a aussi pas mal de pression. Après, il a l'expérience, il a quand même tout gagné avec le Bayern Munich. Il a presque tout gagné aussi la saison dernière avec le FC Barcelone. Mais je pense surtout, d'ailleurs, que c'est parce que la saison du Barça l'année dernière a été excellente ou quasi parfaite que du coup, on en attend beaucoup cette saison. Et Edgar le disait en début de podcast, il y a énormément de pression autour de Barcelone, mais ils peuvent pas tout gagner tout le temps. Donc là, forcément, c'est un petit peu décevant, mais c'est plus le moment qui est décevant avec l'enchaînement des défaites. Le curseur qui a été placé très haut la saison dernière et c'est difficile de matcher avec aujourd'hui. On rappelle qu'il a réuni son staff technique et l'équipe première pour une longue réunion donc hier, puisqu'on enregistre ce vendredi le podcast. Ça parle beaucoup en tout cas dans le vestiaire avec le staff, avec les joueurs du côté de Barcelone. Prochain rendez-vous, ça sera ce week-end contre Levante qui est 19e de Liga. Un scénario plutôt favorable pour se refaire une petite santé. On continue de réaliser le diagnostic du Barça dans cet After Espagne avec Rémi Dumont et Edgar Groslo. L'After Espagne avec Rémi et Edgar et on continue de faire le point sur l'état de santé du FC Barcelone. Rémi, on n'a pas encore parlé des absences cette saison, mais l'infirmerie a toujours été bien remplie. On connaît le FC Barça et presque le FC Infirmerie, parce que pendant un certain temps cette saison, il y a eu pas mal de blessés. Les dernières en date, c'était Eric Garcia qui a repris l'entraînement parce qu'il était touché aux ischio avec d'ailleurs Pedri qui était lui aussi touché aux ischio. En revanche, Christensen, lui, est victime d'une déchirure. Il devrait être de retour fin avril. Gavi, lui, a subi une arthroscopie. Il devrait être retour à la compétition début mars. Et enfin, Marcus Rashford, qui était touché aussi, lui, au genou, devrait réapparaître très rapidement dans le staff. Mais au-delà, on va dire, des blessures physiques, c'est peut-être aussi, on va dire, des bobos mentaux qu'ils ont les Barcelonais, notamment à cause en référence à Rojo, qui a eu des complications ces derniers temps. Mais d'ailleurs, il est bien revenu face à Gérone. Il a même failli marquer. Et Pedri et Rashford ont, semble-t-il, Edgar, repris l'entraînement collectif hier, justement. Donc ça peut être des bonnes nouvelles pour le Barça. Oui, je pense que Pedri, il a manqué par exemple face à l'Atlético parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'un joueur comme Pedri pour ralentir le tempo, d'autres moments pour l'accélérer ou en tout cas pour gérer tout ça. Et Pedri, il a cette qualité, c'est de décider à quoi va ressembler le jeu du Barça et d'analyser le match pour se dire ok, à ce moment-là, mon équipe a besoin de ça pour aller mieux dans le match. Et je pense que ça manque énormément au Barça quand il n'est pas là. Je pense qu'à d'autres moments aussi dans la saison, Rafinha a énormément manqué dans le leadership et aussi dans le travail défensif des attaquants parce que c'est un vrai leader sur le pressing du FC Barcelone. Et quand tu joues avec une ligne de défense extrêmement haute comme ça, si tu n'as pas le bon pressing et les efforts des attaquants,
mais forcément, ça permet aux joueurs adverses de relancer avec beaucoup plus d'aisance et donc de pouvoir casser cette ligne défensive beaucoup plus facilement. Et donc, le retour de Rafinha a pu faire du bien sur ce point-là. Donc, voilà, je pense que c'est important quand on analyse les difficultés du Barça de mentionner qu'ils n'ont pas eu de chance aussi avec l'infirmerie. Enfin, pas eu de chance ou alors ça peut être... il peut y avoir plein de facteurs, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment impacté leur saison pour l'instant. Bon, on a bien compris en tout cas que sur les problèmes identifiés sur les récentes mauvaises performances, ça vient aussi d'une défense friable. Tu voulais rajouter, Rémi? Ouais, non, mais comme le disait Edgar, hein, par rapport à Pedri, c'est comme si tu enlevais Vitinha, on va dire, au PSG. Hein, la gestion des temps forts, des temps faibles, du pressing ou de maîtriser la balle, ça change tout d'une équipe. Et forcément, quand tu as un joueur comme Pedri qui manque, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et à remplacer surtout. Défense très friable donc pour le Barça, alors que l'attaque, elle, en revanche, a toujours semblé porter justement les Catalans cette saison. Rémi, de loin, la meilleure attaque de Liga cette année. Oui, on peut voir aussi que la répartition des buts, toutes compétitions confondues, cette saison est très intéressante du côté du Barça, puisque Ferran Torres est le meilleur buteur avec 16 buts. Suite derrière, Lamine Yamal avec 15 buts, Robert Lewandowski 13 buts, tout comme Rafinha, et 10 buts pour Marcus Rashford. Mais le problème, en fait, c'est presque en Liga où c'est Lamine Yamal qui est le meilleur buteur du Barça, mais qui est seulement 3e meilleur buteur en Liga. Donc voilà, ça montre une belle répartition des buts, mais peut-être que Robert Lewandowski manque un petit peu, déçoit un petit peu peut-être cette saison. 64 buts donc en 24 journées de Liga pour le Barça, une marque bien répartie. Si le Barça est dans le doute, il doit aussi se projeter puisqu'on attaque la dernière ligne droite aussi de la saison et au bout du printemps, il y aura des réponses donc peut-être à ces questions qui sont nombreuses qu'on se pose maintenant, notamment en interne, puisqu'Edgar, le 15 mars prochain, les socios du Barça éliront leur nouveau président qui prendra ensuite ses fonctions à la fin de la saison. Joan Laporta est le favori à sa propre succession, avec Victor Font comme menace très sérieuse, mais dans ce cas de figure, Edgar, juste avant d'y répondre, il y a un cas épineux dans ce dossier, c'est le cas Robert Lewandowski qui fait partie des points clés dans le dossier des élections. À 37 ans, le Polonais est en fin de contrat en fin de saison. Oui, en juin 2026, il sera libre de s'engager où il veut. Il l'est d'ailleurs dès maintenant, finalement. Et quand on regarde sa saison un petit peu plus en détail, c'est 30 matchs, 13 buts marqués pour 3 passes décisives. Il est buteur toutes les 120 minutes. Et avec le Barça, depuis qu'il est au Barça, c'est 177 matchs, 114 buts et 23 passes décisives. Ce qui montre bien l'importance du joueur de plus de 30 ans maintenant, Robert Lewandowski. Et s'il est en fin de contrat, il faudra le remplacer. Et un buteur de cette trempe, ça traîne pas les rues. Voilà, donc Edgar, un point sur le dossier Robert Lewandowski, le Polonais, et ce qui va nous amener à parler aussi de la course folle aux promesses du côté du Barça, comme d'habitude lorsqu'il s'agit d'une période d'élection. Oui, Lewandowski, c'est un cas compliqué parce qu'on sent bien qu'il a toujours des qualités exceptionnelles et que, si tu veux faire un centre et la mettre sur une tête, tu préfères que ce soit Lewandowski qui mette sa tête que Ferran Torres. Ça, c'est une certitude. Même si Ferran Torres a énormément progressé, je le qualifierais pas on va dire, d'avant-centre fiable. C'est-à-dire que c'est un avant-centre qui va mettre beaucoup de buts, qui crée aussi beaucoup d'occasions et qui se procure beaucoup d'occasions, qui fait énormément d'appels, etc. Mais je vais dire, le ratio de conversion et surtout l'impression qu'il donne par rapport à Lewandowski, évidemment, c'est une autre classe encore de joueur Lewandowski. Mais le problème, c'est qu'il a 37 ans. Et le problème, et on le voit bien dans la gestion Hansi Flick, c'est qu'il ne peut plus enchaîner les matchs en tant que titulaire. Donc Hansi Flick fait très très attention à son temps de jeu pour pouvoir l'utiliser à bon escient au moment où il a besoin de l'utiliser. Donc forcément, un garçon aussi qui a un salaire important, on connaît les difficultés financières du FC Barcelone, c'est un enjeu énorme et je pense que sa situation, forcément, on y verra un petit peu plus clair après les élections et avec la nouvelle direction qui devra prendre des décisions par rapport à lui. Rémi, un mot sur Lewandowski. Ouais, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect aussi, comme on dit, de préparation invisible où un joueur de cette trempe amène beaucoup d'expérience dans un vestiaire, surtout quand il y a des joueurs aussi jeunes dans l'effectif du Barça, dans la façon de travailler, dans la prévention des blessures, dans la gestion aussi des événements, parce que quand il y a des matchs importants à jouer, je rejoins Edgar, je pense que le Barça se sent plus fort avec Robert Lewandowski qu'avec Ferran Torres devant. D'ailleurs, il avait failli égaliser face à Gérone dans le temps
temps additionnel. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus qu'un joueur, en fait. C'est vraiment un guide pour le coup. Et le perdre pour le Barça serait très, très difficile à remplacer. Et puis finalement, des joueurs de son profil qui allient expérience et efficacité, on le disait, ça court pas forcément les rues. En tout cas, ça a un prix. Alors juste avant de parler des éventuelles pistes pour remplacer Robert Lewandowski, juste quand même un mot sur cette course de campagne électorale du côté du Barça, parce que ça marque à chaque fois un moment très important dans une saison, mais surtout une période pour ces grands clubs que sont le Real ou le Barça, et notamment à Barcelone. On va rappeler les noms, donc Laporta, Edgar qui est candidat à sa propre succession, mais il y a Victor Font qui apparaît être son plus sérieux candidat en face. Il y a aussi Marc Siria et Javier, désolé pour les prononciations, Javier Villajoana, normalement sur les principaux candidats. Tu es souris, tu te fous de ma gueule, Rémi, c'est gentil. Edgar, sur ces 4 profils, sont-ils tous très différents, ou est-ce que justement c'est celui qui va se démarquer le plus en promettant les choses les plus folles? Alors, je pense déjà qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est que la campagne officielle pourra changer beaucoup de choses. Le vote est le 15 mars, et d'ici là, il y a encore pas mal de temps, parce que là, en fait, les candidats sont des pré-candidats. Il y en a 3, effectivement. Bon, Joan Laporta est encore à part, mais après, il y en a 2 qui sont plus médiatiques que les autres. Victor Font, d'abord, de qui on entend parler depuis un moment, et qui a notamment le soutien de Xavi Hernandez, et Marc Siria, qui a fait parler de lui, notamment ces derniers jours, parce que lui mise sur le fait de faire revenir Messi. Il dit qu'il est en contact avec son entourage, et il a mis des affiches dans Barcelone avec l'image de Messi qui tient son maillot malin 10. Le lynx. Maintenant, il y a un gros point commun entre Victor Font et Marc Siria. Bon, Victor Font aussi aimerait bien, pourquoi pas, faire revenir Messi, mais surtout, eux jouent sur la carte. Joan Laporta en fait prend trop d'importance, et nous on aimerait avoir un fonctionnement un petit peu plus, pour les citer, démocratique, avec plus de répartition de l'importance de chacun, de répartition des rôles, avec des gens qui gèrent vraiment que le sportif, d'autres qui gèrent vraiment que le financier et la gestion du club. Donc voilà, ils ont des points communs, mais après on verra aussi dans la vraie période de campagne on aura plus d'indications. Je vais mettre tous les supporters du Barça à dos, et c'est sans vouloir toucher à l'idole absolue, bien sûr. Je sais ce que représente Messi là-bas, ça va au-delà du culte, mais sportivement, ou même l'intérêt de le faire revenir quand c'est une promesse de campagne électorale comme ça, en quoi vraiment Lionel Messi, à son âge désormais, peut avancer ou faire progresser, évoluer ce Barça plus qu'il ne l'est déjà? J'ai du mal à situer l'influence, au-delà du fait bénéfique que tout le monde serait heureux de le voir revenir à Barcelone parce que c'est sa ville. Je ne vois pas dans quel but sportif, alors financier peut-être, ok, pour vendre je ne sais pas quoi, mais dans quel but vraiment c'est un sujet clé dans une campagne électorale de dire bah oui, Lionel Messi va revenir. Ouais, c'est une vraie question. Et effectivement, il va pas revenir pour être le taulier du 11, hein, c'est clair. Donc, si jamais il venait à terminer sa carrière au FC Barcelone, ce serait un last dance, et ce serait, je pense, surtout donc c'est marketing à 100%. Supporters, même si évidemment, ça reste Lionel Messi, hein. Donc, je veux dire, tu le mets pour tirer un coup franc dans la surface de réparation dans un moment important en fin de match. Je pense que même à 45 ans, il peut te le mettre pleine lucarne, le coup franc. Donc, ça, j'en doute pas. Voilà. Mais il y a aussi évidemment quelque chose de marketing. Et j'écoutais par exemple l'interview de Marc Siria pour la Cadena Ser. Je crois que c'était ce jeudi qu'elle était diffusée. Et il dit dedans qu'ils ont fait des estimations, par exemple, des revenus que ça pourrait apporter. Et lui, il dit que rien que la signature de Messi, ce serait 300 millions d'euros d'impact pour le club. Donc évidemment, ces candidats-là jouent sur ça, mais n'oublions pas que Laporta, lui, avait promis de garder Messi, et il n'a pas réussi. Donc en fait, ce sont aussi des promesses. Chacun dit tout le monde dit en fait qu'il parle avec le clan de Messi, et pour l'instant, c'est pas forcément ultra concret. Ami. Non, pour en revenir à Messi, évidemment que s'il viendrait, il viendrait pas tout seul, il viendrait avec beaucoup de sponsors qui peuvent aider financièrement le club à recruter d'autres joueurs, certainement, quand on voit surtout ce qui s'est passé quand il a signé en MLS. Après, pour en revenir justement à l'état de forme du Barça, c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut expliquer la méforme actuelle du Barça, même si on a dit un petit rhume, c'est que comme voilà, on rentre dans la politique et de la guerre peut-être en interne, peut-être que des membres au club se demandent qui va être élu, et donc du coup, ça peut
on va dire, gêner le bon fonctionnement du club en interne, ce qui explique peut-être les résultats sportifs. Alors après, je vais un peu loin, mais forcément, quand il y a de la politique qui rentre en compte, ça peut perturber le sportif, et on le voit sur ces derniers matchs. On ferme la parenthèse Messi. Edgar, parmi les successeurs potentiels, pour en revenir à Robert Lewandowski, il y a forcément les plus grands noms d'Europe qui circulent, mais la piste la plus sérieuse semble être espagnole, ou en tout cas Argentine en Espagne. Julián Álvarez de l'Atlético de Madrid, le nom commence à ressortir très souvent, mais il y a d'autres candidats à la présidence du Barça qui voient plus loin ou qui imaginent plus international encore. Oui, notamment, on parle, c'est Villajuana qui parle d'Harry Kane. Encore une fois, Harry Kane, je pense que c'est vraiment l'un des tout meilleurs buteurs du monde. Très beau visuel. Peut-être aujourd'hui le meilleur avant-centre du monde, mais en tout cas dans son style. Mais encore une fois, ça peut t'interroger aussi parce qu'il va arriver avec un gros salaire. Il a 32 ans aussi, donc t'es pas exactement en train de miser sur l'avenir. C'est plutôt un pari au court terme. Enfin non, pas un pari, mais c'est un investissement vraiment pour le. C'est pas un Lewandowski bis. On refait la même en fait, si c'est Harry Kane. Oh, il a 32 ans, donc il est quand même nettement plus jeune, mais en même temps, ça veut aussi dire que dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, tu vas devoir te retrouver dans la même situation. Donc Harry Kane, ça me paraît pas non plus la solution la plus intelligente, même si ça pourrait permettre au Barça de gagner tout de suite. Je pense qu'il y a aussi d'autres options qui peuvent beaucoup aider le Barça. Le nom évidemment qui revient le plus, c'est Julián Álvarez, dont tout le monde parle depuis des mois, et je pense que lui, ça lui plairait, et surtout en Argentine, il parle toujours du fait que Julián Álvarez va signer au Barça, il le disait avec insistance. Maintenant, sur cette piste-là, moi j'ai 2 interrogations quand même, c'est comment tu payes pour Julián Álvarez quand t'es le Barça, et pourquoi l'Atlético ferait un cadeau au Barça, et pourquoi il lui laisserait un prix abordable. Donc c'est un dossier qui est quand même compliqué pour le Barça, et d'ailleurs on parle aussi de négociations éventuelles pour une prolongation à l'Atlético, donc on va suivre aussi son avenir. Il y a d'autres noms aussi qui reviennent, Vlahovic notamment, qui a été évoqué pas mal de fois. Et après il y a des buteurs d'une trempe inférieure, qui sont pas à ce niveau-là, mais qui ont été observés ces derniers mois, comme Eta et Young, comme Panicelli aussi de Strasbourg, mais qui sont pas évidemment pour l'instant des joueurs du même niveau qu'un Julián Álvarez, qu'un Harry Kane. Et même Julián Álvarez n'est pas au niveau d'Harry Kane, évidemment. Ça, c'est pour le futur. On revient au présent, Rémi, avec la Liga et donc la suite de la saison pour le Barça. Il reste des gros rendez-vous à aborder cette saison. Ouais, aussi bien pour le Barça que pour le Real, puisqu'on rappelle que le Real est premier, le Barça deuxième. On vous a mis le calendrier des deux clubs, avec un calendrier corsé pour les deux, mine de rien, puisque le Barça va affronter Villarreal lors de la 26e journée, Villarreal qui est 3e. Il y aura l'Atlético 4e lors de la 30e journée. Le derby face à l'Espagnol Barcelone lors de la 31e journée, qui est 6e. Enfin, le fameux Classico, la J35 face au Real. Et un dernier match face au Betis, qui est 5e pour le Barça. Pour le Real aussi, c'est quasiment presque les mêmes adversaires, puisque Celta Vigo, Atlético, Betis, Espagnol aussi. Et donc Barcelone, c'est pas forcément les dates, le vrai calendrier. On vous a mis les affiches points importants, les affiches importantes, et notamment face aux adversaires presque entre guillemets directs, parce que ça fait partie du haut de tableau. Donc même s'il y a que 2 points d'écart, on disait peut-être que c'est grave docteur pour le Barça. On va voir si le rhume se prolonge ou pas. Dernier mot, Edgar, c'est grave docteur ou pas pour le Barça ? Non, c'est pas grave, parce que en fait les constats qu'on fait aujourd'hui, je pense que sont les mêmes depuis des mois. Faiblesse défensive, parfois manque de leadership, etc. Par contre, ça peut devenir grave s'il n'y a pas de réaction. Voilà, ça peut devenir grave s'il n'y a pas de réaction, parce que là, on aurait un nouveau problème côté Barça, qui serait quand Flick n'arrive pas éventuellement à réagir à ce genre de situation. Donc c'est un test, je pense, pour le Barça, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin d'avoir une inquiétude immense. Et comme on a dit, le Real, oui, est devant, mais le Real est moins convaincant quand même dans ce qu'il propose footballistiquement, et rien ne dit non plus que le Real va pas perdre des points. Donc voilà, je pense que ça va être en tout cas passionnant pour nous. Ça va nous donner des bonnes idées de podcast jusqu'à la fin de la saison, parce que là, on va avoir une vraie lutte pour le titre. On va se régaler. Pour conclure, le Barça a déjà soulevé donc un trophée cette saison. Le Barça est 2e de Liga à 14 journées de la fin, qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Tout ça, c'est plutôt positif, même si un retour en demi-finale, retour de Coupe du Roi, semble difficile après le 4-0 de l'aller face à l'Atlético de Madrid. Tout est encore jouable pour une saison à succès, Rémi, mais il va falloir le prouver dans les moments. Ouais, et puis l'after, je te prescris l'after Espagne, écoutez matin, midi et soir pour le Barça, et puis ça ira beaucoup mieux, t'inquiète. Très bon médicament. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez bien sûr sur l'appli RMC
RMC en podcast. Merci Edgar, merci Rémi, adios. À très vite. RMC After Espagne.